Tout a commencé en 1948. Un plan d'aide, quelques dollars, et 75 ans plus tard, un peuple qui parle, pense et rêve américain. Un film favori, Kill Bill, je dirais Django. Parce qu'il est trop badass. Les classiques. Mon préféré, c'est quand même Inglourious Basterds. Les classiques. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction, mais ça fait un peu cliché. J'aime beaucoup Reservoir Dogs. Interstellar. Interstellar, ouais, ce serait certainement mon film favori. Forrest Gump. Big Fish, on va dire Big Fish. J'aime beaucoup Big Fish. Big Fish. My Big Little Farm. Call Me By Your Name, j'ai vraiment adoré ce film. Sans drapeau, sans armée d'occupation, les États-Unis ont conquis le monde et la France avec. Sans utiliser de la force directe et brutale, mais en utilisant d'autres procédés plus sournois et moins visibles. Et oui, parce que depuis 3 générations, on vit dans un monde façonné par les États-Unis. Notre musique, nos séries, nos logiciels, notre vocabulaire, notre vision du bien et du mal, et même nos rêves, tout a été formaté dans le moule de l'Amérique. Mais l'américanisation ne se résume pas au Coca-Cola ou à Netflix, c'est vraiment une structure mentale, presque une métaphysique, celle de l'individu souverain, du marché roi et de la technique comme horizon ultime du progrès. Si je devais le dire autrement, la victoire américaine n'est pas seulement militaire ou économique, c'est aussi une victoire spirituelle. On s'en rend même plus compte, mais chaque jour on parle une langue qui n'est même plus vraiment la nôtre. Et c'est pas qu'un problème de mots, c'est tout un système de pensée caché derrière eux. On utilise job, manager, meeting, deadline, feedback au travail. Au quotidien, ce sont les week-ends, le look, le lifestyle, le date, la friendzone qui sont là. Sur nos écrans, on scroll, on like, on follow, on poste. Tout ça semble normal, tout semble naturel. Mais c'est exactement ça la réussite d'une colonisation culturelle, quand l'esclave ne se rend même plus compte qu'il parle la langue du maître. Parce qu'à chaque mot qu'on adopte, c'est un bout de leur monde qu'on intègre. Derrière le succès, il y a une vision de la vie comme compétition. Derrière leadership, il y a une hiérarchie de l'ego. Derrière mindset, il y a l'idée que tout dépend de la performance individuelle. Nos anciens utilisaient œuvre, vertu, courage, bien commun. Nous utilisons projet, motivation, opportunité et succès. Nos principes ont changé en même temps que notre grammaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la langue, c'est l'âme d'un peuple. Et quand elle change, tout le reste suit. La manière de penser, d'aimer, de croire et de lutter. Nous avons laissé entrer leurs mots, et avec leurs mots, nous avons laissé entrer leur monde. Fermez les yeux et imaginez la France. Vous volez au-dessus d'elle, de son histoire, de son patrimoine, de sa gastronomie, de plaines en forêt, de vallons en collines, jusqu'à ses zones commerciales. Et oui, la France, c'est aussi ça. Celle de l'hypermarché, du rond-point, du discount, du caddie, des toits en tôle et du parking. De tous ces lieux à l'entrée de nos villes que l'on ne remarque même plus. Pour vous donner une idée, le premier supermarché arrive en France en 1958, alors qu'il y en a déjà des milliers aux États-Unis. Mais très vite, comme ailleurs, les 30 Glorieuses vont tout changer. Les salaires et le niveau de vie augmentent, la bagnole se démocratise. Bref, une société de consommation de masse émerge et elle demande que ça, des énormes magasins et des gigantesques parkings. Et maintenant, si on veut retrouver le chemin de notre pays, de ce qu'il est vraiment, il faut reconnaître que nous avons cessé d'en être un le jour où nous avons troqué notre âme contre leur modèle. Alors tout commence en 1945. La France sort exténuée de la guerre, ruinée, divisée et dépendante. Les États-Unis, eux, sortent victorieux et riches. Le PIB représente à lui seul 50% de la production mondiale. Ils vont utiliser cette puissance pour imposer un nouvel ordre, économique, culturel et géopolitique. Le plan américain dissimule un autre objectif, empêcher les pays d'Europe occidentale de tomber sous le joug des pays communistes. La vraie étape déterminante là-dedans, c'est le plan Marshall. En 1948, qui n'était pas un simple cadeau, c'était un outil de contrôle. Pour faire simple, en échange de dollars et de blé, les États européens acceptent l'ouverture de leur marché et l'influence culturelle américaine. 13,5 milliards de dollars. C'est la somme que les États-Unis consacrent à la reconstruction de l'Europe entre 1947 et 1951. Mais vous imaginez bien que les États-Unis ne nous ont pas accordé autant d'argent sans avoir une arrière-pensée. En réalité, ils entendent donner les moyens à l'Europe de consommer américain. Washington propose alors aux Européens de leur fournir les dollars dont ils ont cruellement besoin. Seule condition, que cet argent serve à acheter des équipements et des produits américains. Et en même temps, la CIA finance le Congress for Cultural Freedom, une sorte de vaste réseau d'intellectuels chargés de promouvoir la liberté, mais à l'américaine. C'est à cette époque que les Français découvrent Hollywood, le Coca, les chewing-gums, les American Centers, les bases de l'OTAN. L'armée américaine ne quitte pas le sol européen, elle y installe juste sa permanence. Dès 1949, la France entre dans l'OTAN. Son commandement stratégique, son renseignement, son approvisionnement, tout passe sous dépendance américaine.
Depuis, les années 60 marquent la seconde vague, la conquête des esprits. La télévision, la publicité, la musique, la mode, les campus, tout se met à parler américain. Mai 68, prétendument révolutionnaire, sera l'un des plus grands transferts culturels de notre histoire. Sous le masque de la révolte, c'est le libéralisme culturel américain qui s'impose. La phrase « il est interdit d'interdire » est une version libertaire du laisser-faire, laisser-passer économique. Vous ne pouvez pas réussir une conquête économique sans la doter de l'appareil culturel et de l'appareil politique qui s'impose. Alors je vous ai parlé du grand capital, je vous ai parlé des hauts fonctionnaires, je ne vous ai pas parlé des partis. Et alors, en quelques décennies, l'Amérique exporte tout. On a le droit à son cinéma, son droit, sa sociologie, sa psychologie, son management, sa Silicon Valley, son puritanisme moral qui correspond au fameux wokisme chez les droitards. Dans les universités françaises, les courants américains deviennent la norme, des concepts nés d'une histoire américaine sont plaqués sur notre réalité française au mépris de toute cohérence historique. L'université est mobilisée, je dirais la crème de l'université. Les universités de l'Ivy League, de la Ligue du Lierre, parmi lesquels bien sûr Princeton, Harvard, Yale, etc. Et comment une série de sociologues, d'historiens, de spécialistes de sciences humaines sont mobilisés partout dans le monde pour répandre ce que les Américains ont appelé les area studies, les études de zone, chaque zone devant être conquise et contrôlée, devant faire l'objet évidemment d'une préparation intellectuelle et culturelle, avec à l'appui des gens de la plus grande qualité, mais des gens de la plus grande qualité qui étaient bien sûr alignés sur les prescriptions de leur propre État. Et pendant ce temps, nous, on abandonne nos humanités, nos récits, nos héros, et les États-Unis nous vendent les leurs. On est des millions à s'abreuver au film Marvel, mais nous ignorons d'autant plus nos héros grecs, latins et français. C'est ça la colonisation culturelle, quand notre imaginaire ne nous appartient plus. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner. Alors peut-être que De Gaulle avait compris quelque chose à cette affaire. En 1965, il dénonce le privilège exorbitant du dollar. Il accuse les États-Unis d'imprimer de la monnaie pour dominer le monde, pendant que les autres nations travaillent pour financer leurs dettes. L'année suivante, il retire la France du commandement intégré de l'OTAN, rend aux Français leur souveraineté militaire et en partie culturelle. Il rapatrie l'or de la Banque de France, et il veut bâtir une Europe européenne indépendante des deux empires. Mais à sa mort, sans continuité, sans héritage, ce fil est rompu. Pompidou, ancien de la Banque Rothschild, ramène la France dans le giron financier. Giscard et Mitterrand poursuivent l'intégration européenne sous tutelle américaine. En 1983, le tournant de la rigueur aligne définitivement la France sur le néolibéralisme mondial. Depuis, nous vivons sous triple dépendance, économique, technologique et militaire. L'Union européenne, loin de nous protéger, n'est qu'un relais du modèle atlantiste. Les normes, le libre-échange, la dérégulation et l'effacement du politique sont dans son ADN. 16 pays se réunissent en 1947 pour se répartir l'aide. Mais en poussant les pays européens à se répartir eux-mêmes les aides américaines, il va accélérer un grand projet qui trotte déjà à l'époque dans la tête de certains, l'Union européenne. Je pense que tout le monde comprend pourquoi est-ce que je mentionne aucun président après Mitterrand dans la lutte contre le pouvoir américain. Alors, qu'est-ce que ça signifie désaméricaniser la France? Eh bah, c'est refuser un modèle. Concrètement, ça repose sur 3 chantiers. D'abord, le chantier économique. Rompre avec la dépendance du dollar, reconstruire une économie productive et souveraine. Supprimer les produits américains des rayons, qui sont cancérigènes à tant de points de vue. Faire disparaître ces éléments nocifs du quotidien des Français. Relocaliser nos industries critiques, refuser la dictature du libre-échange. Bref, c'est refonder un modèle authentiquement souverain, une indépendance énergétique, une souveraineté industrielle et une planification nationale en vue d'une refondation sociale et écologique. Ensuite, le chantier culturel. Réenchanter, ce qui veut pas dire mentir, sur la civilisation française, sa langue, sa littérature, sa foi et sa philosophie. Refaire du français une langue de puissance et non un dialecte de province globalisé. Soutenir nos arts, nos films et nos mythes, et c'est pour ça que la production esthétique et culturelle ne doit pas être privatisée. Les accords sur le cinéma, tout le monde les connaît, ils sont publics. J'ai des collègues américains très sérieux qui ont montré ce qu'avait représenté la liquidation de fait du cinéma européen. Dans certains pays, ça a été la liquidation pure et simple. Vous savez pourquoi ça n'a pas été totalement la liquidation chez nous? Parce qu'on avait une industrie du cinéma qui avait une combativité extraordinaire. Sortir du soft power américain en recréant le nôtre, un imaginaire enraciné et universel à la fois. Et enfin, évidemment, le chantier politique. Remettre le politique au-dessus de l'économique, sortir de l'OTAN, reconstruire une diplomatie indépendante, réformer nos institutions pour rendre à la France une autorité souveraine, dégager des cycles électoraux et des lobbies financiers.
Il faut donc remettre un ordre politique capable d'y résister, et c'est là que tout se joue. Parce que la République française actuelle, elle est structurellement américaine. Son présidentialisme électoral, copié sur Washington, son culte du self-made man, qui a remplacé celui du devoir, son obsession de la communication, de l'image, du court terme, et évidemment sa dépendance financière au monde anglo-saxon. Depuis 1958, chaque président gouverne comme un manager. Il vend des promesses, il signe des contrats, il fait sa propre pub, mais aucun ne gouverne par le temps long, ni pour le bien commun. Le système électoral associé à notre dépendance européenne interdit la souveraineté nationale. Désaméricaniser la France suppose donc de rompre non seulement avec le modèle américain, mais avec le régime qui l'a intégré en son sein. Seul un pouvoir indépendant de l'argent, du marché et du court terme peut opérer cette rupture. C'est le rôle de notre monarchie organique, un pouvoir enraciné dans la continuité historique du pays, incarné dans une autorité stable, dégagée des cycles électoraux, guidé par la mission et capable d'arbitrer souverainement. Le roi n'a pas besoin de Wall Street pour exister, il n'a pas besoin de plaire pour durer, il n'a pas de parti, il a un pays. Là où nos présidents vendent la France pour un mandat, le roi la reçoit, la garde et la transmet. C'est pour ça que la désaméricanisation ne peut être qu'une remonarchisation de la politique, le retour du pouvoir au-dessus de la marchandise, du parti et de la publicité. Parce que l'Amérique n'a pas colonisé seulement nos goûts, elle a colonisé notre conception du pouvoir. La République française est devenue une succursale de la Maison Blanche. Bref, nous refusons leur modèle. On veut juste que nos enfants puissent grandir dans un pays qui est vraiment le leur, qui pense par lui-même, qui produit ce qu'il consomme et qui prie selon sa propre conscience. C'est refuser d'être une succursale de Wall Street, un parc d'attractions pour touristes ou un marché test pour des multinationales californiennes. Simone Veil l'écrivait, l'enracinement est peut-être le besoin le plus méconnu de l'âme humaine. Et aujourd'hui, l'Amérique nous déracine à tant d'égards. Donc oui, désaméricaniser, c'est réenraciner, c'est réordonner et c'est replacer la France sous une verticalité politique qui protège le pays du chaos et du marché. C'est rouvrir la voie d'une monarchie organique, d'un ordre au service du bien commun, capable de résister à la marchandise, à la mode et à la servitude. Parce que le monde n'a pas besoin d'une France américaine, il a besoin d'une France française, et pour qu'elle le redevienne, il lui faut à nouveau un roi. Si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous intéresse ou qu'elle vous apprend des trucs, n'hésitez pas à vous abonner.